1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne et la France déclare donc la guerre aux Allemands. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est alors plus qu'une question de temps avant que les Juifs en Europe se retrouvent persécutés, massacrés et entraînés dans ce que les hauts dirigeants du régime nazi nommeront quelques temps plus tard la solution finale. Comment en est-on arrivé là? Vous n'êtes pas ici sur une chaîne d'histoire, mais bien de psychologie. Or, la psychologie fait partie intégrante de l'histoire et peut aider à la comprendre. Donc laissez-moi vous raconter l'histoire de Micheline Henriquez. Née le 11 septembre 1931 à Chalon-sur-Marne, elle étudie à l'Institut de psychologie de l'Université de Paris dans les années 50 et à partir de 1954, elle travaille comme psychologue dans la clinique des maladies mentales de la Faculté de médecine de Paris et à l'hôpital de Versailles. En 1963, elle se consacre exclusivement à la psychanalyse et en 1978, elle obtient le prix Maurice Bouvet, qui récompense un écrit psychanalytique chaque année en France depuis 1962. Ça, c'était juste pour vous introduire le personnage. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est en 1984, lorsque paraît le livre intitulé « Au carrefour de la haine », dans lequel il est question de paranoïa, de masochisme et d'apathie. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Quel rapport avec le Troisième Reich, avec la solution finale, avec Hitler et plus encore avec cette chaîne? Eh bien, selon Isabelle Taub, une conseillère à la rédaction du site psychologie.com, Hitler était très probablement atteint d'une psychose paranoïaque. Elle s'appuie justement sur le livre psychanalytique de Micheline Henriquez pour avancer cette hypothèse, et de nombreux autres experts, dont le psychiatre canadien Vernon ou encore le psychologue Henry Murray de l'université d'Harvard aux États-Unis, ont soutenu la forte probabilité que cette hypothèse soit vraie. Ils sont même allés plus loin et pensent qu'il est fort probable que l'ancien numéro 1 du régime nazi de l'époque présentait tous les signes d'une schizophrénie et de bien d'autres troubles et maladies mentales. Bien sûr, tout cela ne déresponsabilise en rien l'homme ayant commis parmi les pires atrocités dans l'histoire de l'humanité. Mais il est intéressant de noter que ça a probablement contribué à sa haine démesurée contre les juifs, partout en Europe. Toujours selon Henry Murray, Hitler maîtrisait très bien ses symptômes pathologiques et en a probablement joué pour réveiller les sentiments nationalistes et patriotiques chez les Allemands, ainsi que pour alimenter une haine sans fin contre la communauté juive. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Hitler était très probablement atteint d'une psychose paranoïaque, et ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Salut, moi c'est Volticide, je fais des vidéos d'éducation à la santé mentale, et aujourd'hui on va se pencher sur la psychose. Qu'est-ce que la psychose? Qu'est-ce que ça veut dire d'être psychotique? Si vous voulez la réponse à ces questions, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on va y répondre. Tout d'abord, on va décortiquer le sujet pour bien comprendre de quoi on parle, et en fin de vidéo, on abordera les facteurs qui peuvent vous amener à développer une psychose. Parce que oui, on peut en développer une à cause de plusieurs facteurs qui n'ont rien à voir avec notre génétique. La psychose est un état dans lequel vous ne parvenez pas à différencier le réel de l'irréel. Et elle peut prendre bien des formes. C'est pourquoi on va commencer en se concentrant sur deux d'entre elles, à savoir les hallucinations et les délires. D'abord, commençons par les hallucinations. Une hallucination peut concerner n'importe lequel de vos 5 sens. Si vous faites une hallucination auditive, vous allez entendre quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas. Vous pourriez donc entendre quelqu'un dire votre nom à haute voix. Alors attention tout de même, si ça vous arrive qu'une fois, vous avez peut-être mal interprété un vrai son que vous avez entendu. C'est comme certaines musiques, quand elles sont dans une autre langue, on a l'impression qu'elles disent autre chose, car notre cerveau arrive parfois à leur donner un sens dans une langue qu'on connaît. Si vous faites une hallucination visuelle, qui est probablement le premier type d'hallucination auquel vous pensiez en cliquant sur cette vidéo, vous verrez peut-être des araignées grimper ou descendre du mur alors qu'il n'y a aucune araignée aux alentours. Hop hop hop! Je pense qu'une précision est ici importante pour vous éviter de confondre une hallucination visuelle avec une mauvaise interprétation visuelle. La différence, c'est qu'avec une mauvaise interprétation, qu'elle soit visuelle ou auditive d'ailleurs, il y a bel et bien quelque chose, mais vous prenez simplement cet élément pour autre chose. Alors qu'avec une hallucination visuelle, vous voyez des choses qui n'existent pas à partir de rien. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous réveiller pendant la nuit et d'être convaincu de voir quelqu'un au bout de votre lit, et dès que vous allumez la lumière, plus rien. Enfin, plus rien. Pas exactement. Parce que vous vous rendez alors compte que cette horrible silhouette imposante qui vous terrifiait du bout de votre lit douillet n'était en réalité que le manteau de l'un de vos proches accroché au porte-manteau. Il s'agit donc bien d'une simple illusion, d'une simple interprétation, comme il y avait bien un objet physique, à savoir le manteau, et vous l'avez simplement confondu avec une forme humanoïde.
Et c'est sans compter les illusions de pareidolie qui peuvent vous amener à voir un visage dans un nuage, un rocher ou même dans une marée de boue. Prochaine hallucination possible, l'hallucination olfactive. C'est quand vous sentez des odeurs qui ne sont pas vraiment là. Parfois, les personnes faisant des crises épileptiques partielles peuvent sentir des choses juste avant qu'une crise ne survienne. Pour elles, ça peut même servir de signe d'avertissement, comme ça leur indique qu'elles sont sur le point de faire une crise. L'hallucination tactile arrive quand vous sentez des choses qui ne sont pas là. Vous pourriez sentir que quelqu'un vous touche ou que des insectes vous montent dessus. Et enfin, avec l'hallucination gustative, vous pouvez sentir un goût alors que vous n'avez rien dans la bouche. Ou alors vous êtes peut-être en train de manger quelque chose, mais le goût n'a aucun sens par rapport à ce que vous mangez. Vous pourriez par exemple penser que tout ce que vous mangez a un goût de merde. Vous vous dites alors que c'est peut-être parce que vous ne cuisinez pas très bien, mais même le plat le plus périmé et le plus dégueulasse du monde ne devrait pas avoir le goût d'excréments tout frais. Si c'est le cas, désolé de vous le dire, mais c'est pas du chocolat ce que vous venez de manger. Pour ceux qui sont justement en train de manger, bon appétit. Les hallucinations visuelles et auditives sont les plus courantes dans les maladies d'ordre psychiatrique. Celles concernant le toucher, l'odorat et le goût sont plus souvent rencontrées dans les cas de maladies médicales, comme les crises épileptiques évoquées plus tôt, ou même les migraines. Vous pouvez aussi en avoir suite à une intoxication médicamenteuse. Voilà pour les hallucinations. Et maintenant, qu'en est-il des délires? Les délires sont des idées fixes et fausses de la réalité. En voici la définition dans le sens dont nous allons l'utiliser dans le cadre de cette vidéo, selon le Larousse. Perte du sens de la réalité se traduisant par un ensemble de convictions fausses, irrationnelles, auxquelles le sujet adhère de façon inébranlable. En d'autres termes, un délire, ça consiste à croire des choses comme étant vraies, malgré des preuves solides du contraire ou des indices indiquant que ce serait très improbable. Dans les délires, il y a plusieurs thèmes ou types de délires récurrents. Par exemple, on a les délires de persécution. C'est quand vous êtes convaincu qu'une entité vous en veut. Vous pourriez donc imaginer être suivi ou penser qu'on vous observe dans votre maison ou qu'on vous veut du mal, sans qu'il n'y ait aucun élément rationnel et objectif le prouvant. Avec le délire référentiel, vous prêtez au geste beaucoup trop de signification. Ou alors vous voyez des messages cachés à la télé. Le délire de grandeur, ou mégalomanie, c'est quand vous êtes persuadé d'avoir un grand talent, d'avoir fait une découverte importante ou d'être célèbre. C'est juste que personne ne le réalise encore. Selon le Larousse, la mégalomanie va de la suffisance chez un sujet doué mais orgueilleux, dans le cadre d'un trouble de la personnalité, à l'expansion délirante du moi avec des idées de toute puissance, de science infuse, de réalisation de projets démesurés, dans le cadre de maladies psychiatriques. Elle s'accompagne souvent d'un délire de persécution. La mégalomanie se rencontre épisodiquement dans la manie, l'hystérie, la psychopathie. Elle s'observe à l'état permanent dans les délires chroniques, paranoïa, paraphrénie et les démences. Autre délire possible, le délire religieux. Avec ça, vous pouvez vous mettre à croire que vous êtes le Christ cosmique, un prophète connu dans la religion de quelqu'un d'autre, ou une divinité de manière générale. Les personnes faisant partie de la religion dont vous pensez être la divinité ne pensent bien sûr pas que cette divinité existe physiquement sur Terre aujourd'hui, mais vous pensez l'incarner, cette divinité. Ensuite, on a le délire somatique. Celui-ci consiste à être persuadé que quelque chose ne va pas avec votre corps. Vous pourriez donc penser que quelqu'un a mis une puce électronique dans votre cerveau sans que vous vous en aperceviez. Il y a aussi l'idée délirante d'être contrôlé, qui consiste à croire qu'on contrôle votre esprit ou que d'autres personnes peuvent le faire. Enfin, dernier type de délire, le délire érotomaniaque. Celui-ci consiste à croire que quelqu'un est follement amoureux de vous. Toujours sans aucun fait objectif pour soutenir cette croyance, bien sûr. On en a une belle représentation dans la série Sex Education. Et tu as aussi écrit en toutes lettres « Je t'aime » sur sa pelouse, avec des feuilles. Oui, mais elles ont pu s'envoler. Je crois que la réponse est non, Liam. Mais elle a pas très clairement dit non. Les filles aiment le grand jeu, hein, tu sais, genre la chanson de Jackson pour Maeve Wiley, et maintenant ils sont ensemble. Oui, mais c'est différent. Maeve aime vraiment bien Jackson. Et Jackson n'aurait pas eu le comportement qu'il fallait s'il avait continué à sortir le grand jeu à une fille qui aurait clairement affiché son indifférence. Est-ce que tu comprends, Liam? Non, ça veut dire non. Sauf si ça veut dire oui. Ok, alors... on va reprendre depuis le début. Et donc, qui est psychotique? Peut-on devenir psychotique et comment? Parce que je suis sûr qu'après avoir vu cette vidéo, vous voulez tous être psychotiques. Pas la peine de me contredire, je sais d'autant plus que c'est vrai. Je sais exactement ce que vous pensez. Ou plutôt, je crois savoir ce que vous pensez. Bref, je nage en plein délire quoi. On voit bien sûr l'apparition d'idées délirantes chez les patients atteints de maladies mentales, comme la schizophrénie, la bipolarité et même la dépression. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir la moindre de ces maladies mentales pour devenir psychotique vous-même.
Vous pouvez devenir psychotique à cause d'effets dus à des médicaments comme les stéroïdes. Des substances illicites telles que la marijuana ou les hallucinogènes comme le LSD peuvent aussi provoquer ces symptômes et vous faire devenir psychotique. La psychose peut aussi venir de problèmes médicaux comme les crises, la maladie thyroïdienne ou même suite à un accouchement. Ok, vous avez déterminé que vous avez bien développé une forme de psychose. C'est bien beau, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah ça dépend vraiment de votre situation. Si ça vient d'une maladie médicale ou mentale, il faut la traiter, notamment à l'aide de thérapies adaptées chez un psychologue clinicien, et la psychose disparaîtra d'elle-même. Si ça vient d'un trouble psychiatrique, allez consulter votre psychiatre et il vous donnera le traitement adéquat, qui nécessitera souvent une prise de médicaments. Désolé pour les gros haters de médicaments, je vous cache pas que j'en fais aussi un peu partie à la base. Mais parler à la personne psychotique qui fait l'expérience de délire ou de symptômes psychotiques pour tenter de la ramener à la raison ne suffira pas dans ce cas-là. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur un autre trouble de la personnalité, vous pouvez aller voir cette vidéo qui présente en détail ce qu'est le trouble de la personnalité borderline. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.